n'est jamais en vacances, on est toujours sur le fil. Bon, on vous a abandonné 2 semaines, c'est vrai, mais la semaine dernière, on était à ETCC avec Marc, donc on n'était pas vraiment dispo, c'était compliqué. Et la semaine d'avant, je ne sais plus ce qui s'est passé. On aurait aimé être là, mais je crois qu'on n'était pas dispo. Donc on s'excuse. CM était à ETCC, ouais, bien sûr. Il a fait plusieurs talks et personne ne l'a reconnu. Bien sûr. Mais on m'a demandé. On met le filtre voix et c'est bon, ça passe crème. Il y a un moment avec Marc, on était dans un event et tout, et il y a un gars qui fait « il est là, CM » et tout. Je fais « ouais, il est là, Enfin, Marc lui fait « excuse-moi ». Il dit « ouais, il est là dans la salle et tout. Essaye d'aller voir d'un groupe à l'autre si tu reconnais sa voix et tout. Tu pourras lui demander une photo. » Bon, par rapport à il y a 2 semaines, justement, quand on était au fond du trou, ça va un peu mieux, là. Bah ouais, on est quand même venu chercher 53 000. Hein. Ah ouais, non, j'avoue, 53 000, bah, c'était un peu ma target, 52, 53. Ça me paraît assez sain, en tout cas, comme action de prix. Et j'avoue que là, les bonnes nouvelles commencent à s'empiler. Hein. On est passé de nouvelles qui étaient plutôt mauvaises, avec les Allemands qui vendent, les mineurs qui capitulent, etc., etc. Mais là, ça a l'air d'être pas mal fini et de se retourner tranquillement. C'est pas dégueu. Je vois que les moyennes mobiles sont pas dégueu non plus, hein. En vrai. Hein. Bah là, c'est la période estivale où, comme disait Coinbase, ça va continuer de faire le yo-yo un peu. On a cassé un ancien range où on est venu chercher un peu plus bas, mais je pense qu'on risque de réintégrer ce range. Au pire du pire, on viendra chercher 48,50. C'est pas la mer à boire quand on était à 53. Et puis voilà. Ouais. Et comme tu dis, le news flow, il est passé de très pessimiste à là, on sent quand même un regain d'intérêt bien plus positif. Hein. Ça passe un peu du coq à l'âne niveau sentiment de marché. Bah, c'est un peu toujours la même chose, hein, tu sais, quand le prix descend et que ça se confirme pendant plusieurs semaines, les gens effectivement deviennent plus bearish, on est un petit peu moins, on est un peu impacté. On l'était aussi, hein, d'une certaine façon. On avait parlé sur le court terme, on trouvait pas ça délirant enfin génial comme action de prix. Mais sur le long terme, comme vous le savez, on est toujours bullish et ça change pas. Permaboule, comme dirait notre ami Marc. Ouais, donc après, pour BTC en particulier, pas plus, pas moins, hein, on en a déjà discuté un nombre incalculable de fois. Peut-être ce soir, on ira voir un peu du côté des alts, du marché américain, un peu qu'est-ce qui est en train de se mettre en place. Donc là, au cours de l'été, si vraiment ça se gâtait, effectivement, on a la moyenne mobile 50 hebdo qui est désormais pile poil alignée autour du bas du FIBO, là, sous les 50 000 $. Donc franchement, 48,50, ça fait une très belle zone. Et puis, on voit que ça a été front-run là, récemment. On avait quand même 4 semaines de baisse consécutive il y a 15 jours sur Bitcoin. C'est assez rare. Et la dernière fois que c'était arrivé lors d'un début de bull run, c'était au moment du crack Covid. Donc, voilà. Ça met un peu les choses en perspective. On va voir comment ça va s'articuler sur l'automne. Je pense que c'est vraiment la période importante, septembre, octobre et même toute la fin d'année. Je ne sais pas ce que tu en as pensé aussi de ce fait marquant avec Donald qui se fait frôler l'oreille pire que Neo dans Matrix par des balles sifflantes. On n'est pas passé loin du drame pour les États-Unis. Je ne sais pas comment auraient pris les marchés si Donald Trump était mort. Mais vu que les marchés anticipent pas mal le fait que ça soit lui le prochain président, à mon avis, ça aurait été un peu chaud patate. Hein. Moi, je pense que des fois, dans la Matrix, il y a des chemins on arrive à des croisements qui mènent à différents chemins. Et je pense qu'il y a eu une démultiplication des univers parallèles suite à ce qui s'est passé avec Trump. Franchement, effectivement, j'aurais eu un peu peur pour les marchés et je dirais même plus largement pour le monde en règle générale. Enfin, les États-Unis en premier et le monde en règle générale, si jamais ça s'était, si le pauvre avait pris une balle dans la tête.
franchement, je pense que, voilà, je ne sais pas si on peut parler en règle générale d'action divine. Je ne sais pas s'il y a des gens croyants parmi vous, mais je trouve que c'est presque du domaine du miracle. Donc, on va voir ce que ça va donner. Peut-être qu'au final, si ça s'était passé autrement, ça aurait été, c'était peut-être je sais pas. En tout cas, on n'avait pas besoin de ça. Et si c'est un non-événement parce que la course continue pour les Américains, c'est une bonne chose. Et puis, de toute façon, en règle générale, quasiment dans toutes les situations, je suis contre les balles dans la tête. Voilà. Et globalement, j'étais en train de me dire si jamais, on va voir déjà ce qu'il va raconter à la conférence Bitcoin parce qu'il a maintenu quand même sa présence, donc c'est quand même assez extraordinaire vu ce qui vient de se passer. Je serais curieux de voir s'il est élu, si justement il va tenir un peu l'engagement, les discours qu'il a eu jusqu'ici envers les crypto-monnaies. Et si jamais il allait jusqu'au bout du truc, est-ce que la finalité, ça serait pas de commencer à mettre au bilan des États-Unis petit à petit un peu de BTC? Et là, pour le coup, ça serait vraiment le gros signal, tu vois. C'est pas la petite pilule, mais semi-dosée là pour le coup. Alors, si ça arrive maintenant, c'est clairement la dinguerie. Je pense qu'on n'est pas prêt. Ça fait longtemps que j'avais pas dit ça, tiens. Mais effectivement, par contre, si ça arrive un petit peu plus tard, ne serait-ce que dans un an, ça me paraît plus être un signal de top de bull run qu'au final qu'un bottom. Je vois que dans le chat, on est un peu d'accord avec moi. J'attendrai un petit peu. Mais en tout cas, on a quand même le CEO de BlackRock qui vient de manger son chapeau en disant qu'il s'était trompé et que finalement, Bitcoin, après l'avoir étudié de façon approfondie, il avait reconnu la beauté et l'utilité de la chose, que ce soit en termes financiers qu'en termes d'outils aussi de protection. Je ne sais pas comment il a dit, protection contre le système ou un truc comme ça. J'ai fait un raccourci un peu dans le tweet par rapport à ça. Il n'a pas dit exactement le bout de la dernière phrase, protection contre le système, mais la phrase, en fait, ça sous-entendait en mode quand on a peur du système, quand on a peur de ce que peut représenter la finance aujourd'hui, un peu les dérives, les trucs. Enfin, il y avait un discours un peu ambigu, tu vois, mais ça voulait dire. Il ne parlait peut-être pas des États-Unis, tu vois, et peut-être qu'il voyait ça comme un gold numérique, donc un actif foncièrement résilient, tu vois, face au système en place. Ouais, exactement. Et je pense qu'il pense aussi aux autres pays, hein, parce que BlackRock, ça reste quand même une multinationale. Et ils ont des intérêts dans des pays qui sont des fois peut-être moins stables politiquement et économiquement. Et peut-être qu'il a. Enfin, en tout cas, ça ressemble clairement à. Il s'est fait Orange Pilled, hein, ça y est. Hein. Il a rejoint les rangs de la Bitcoin Army. Hein. Et le pire, c'est que je m'en suis rendu compte qu'après, en relisant le tweet et tout ça, mais le mec que j'ai retweet, qui était lui-même en train de chill le CEO de BlackRock, c'est le CEO de Dell. Ah oui. Et qui lui-même, il est au taquet apparemment maintenant. Donc il y avait des gens qui lui marquaient en commentaire, bon c'est bon, fais ton annonce en mode quand est-ce que Dell accepte le Bitcoin. Enfin bref, c'est... Et attends, franchement, ce qui va être drôle, c'est là, parmi, je pense que dans l'audience, il y a beaucoup de vieux de la vieille maintenant. D'ailleurs, je salue tous ceux que j'ai rencontrés la semaine dernière à ETCC et qui sont venus me dire bonjour. J'étais vraiment content de vous rencontrer. Je pense que si vous vous souvenez, tout vieux de la vieille que vous êtes, un peu vous savez, de l'excitation et du fait d'avoir compris quelque chose que les autres n'ont pas encore assimilé, etc. Imaginez quand c'est quelqu'un qui gère un fonds de 10 000 milliards, à qui ça arrive. Alors, peut-être qu'il est plus rationnel, mais en même temps, il y a forcément cet effet, vous savez, de la nouveauté et comment dire, de la nouveauté, de la... Je trouve pas le mot, mais disons de cette chose de découvrir quelque chose de nouveau et qui sort de l'ordinaire, pour pas dire extraordinaire,
Je pense que ça peut être drôle et que les FOMO, quand on a ce genre de personnes en face, ne sont pas de la même taille que quand c'est des retails. Hein. Là, on parle de fortune et de gens aussi qui suivent ces gens-là et qui vont, qui vont également les suivre dans leur délire. Donc, voilà quoi, cette excitation, voilà, merci pour le mot, Cabix. Je pense que ça peut donner. Moi, je vous l'ai toujours dit. Hein, moi, je suis persuadé qu'on est devant le Mother of all Bull Run. Donc, je pense que ça va envoyer. Après, je peux me tromper, hein, mais en tout cas, voilà. On dirait que j'ai bu. Non, j'ai pas bu. Le truc intéressant, c'est moi, ce qui me plaît plutôt pas mal à court terme, contrairement à il y a 15 jours, c'est qu'on peut mesurer désormais, quand on a eu le gouvernement allemand qui a envoyé des tonnes et des tonnes de Bitcoin comme ça, on continue sur les différents échangeurs. Alors, Ouais. comme disait une personne en commentaire sur Twitter, qui d'ailleurs postait ça sous tous les gens qui commentaient le gouvernement allemand là par rapport au BTC, il mettait en avant que c'était pas forcément parce qu'ils avaient envoyé beaucoup de Bitcoin sur les échangeurs que c'était pour les vendre. Donc c'est sûr que ça peut être sujet à discussion. Je pense pas qu'ils ont envoyé vers 3 échangeurs majeurs pour jouer au billes ou à la dinette pour le coup. Surtout qu'apparemment il y avait des deadlines sur lesquels ils devaient respecter un certain timing pour vendre leur Bitcoin qu'ils avaient saisi. Donc je pense qu'on était plus face à des décisions juridiques qu'autre chose. Mais globalement, ce qui me plaît plutôt pas mal à court terme, et il y a 15 jours, clairement, j'étais foncièrement beaucoup plus pessimiste vu ce qui était en train de se dérouler. Et j'avais un peu peur, en fait, qu'on fasse encore 1 ou 2 bougies de plus qui nous conduiraient autour de 48. Et si les 48 tenaient pas, ça aurait été compliqué derrière, tu vois, niveau polarité, niveau marché. Mais là, pour le coup, on a vu le comportement des ETF lors des grosses ventes. Et en fait, ils sont en mode on continue d'accumuler comme des bâtards. Et il y a 2-3 jours, il y a eu 310 millions juste pour BlackRock, justement, qui ont été accumulés. Et ce qui fait que vraiment, on a un comportement, en tout cas pour l'instant, de ce qu'on peut observer on-chain et factuellement, quand on observe un peu le comportement de ces absorptions de BlackRock, ça vend pas tellement, ça vend assez peu quand ça vend, et quand ça achète beaucoup. Donc on a des investisseurs avisés, on a BlackRock qui, je pense, leur fait des courbettes en mode vous inquiétez pas, ça va bien se passer, exactement comme le CEO l'a fait à la télé finalement. Et voilà, je pense que on a affaire à des investisseurs qui vont quand même garder leur part de BTC via l'ETF assez longtemps au travers du temps, voire potentiellement ils se sont fait, comme tu dis, injecter l'inception que c'est un actif qu'on va pouvoir garder pour potentiellement avoir un contre face à l'inflation, face au système, face à peut-être demain le marché américain qui se prendra moins 5, moins 10% quand il y aura la Fed qui pivote, même si c'est pas un gros landing, il y aura toujours peut-être un petit quelque chose. Donc voilà, les narratifs aidants, je pense que c'est une belle façon de prouver une fois de plus la résilience de Bitcoin, de voir que ce qui s'est passé récemment a été un résultat net positif plutôt que négatif. Ouais, tout à fait. Et si je vais un peu plus loin encore dans le raisonnement, je pense qu'une fois qu'ils auront compris, on peut dire une fois qu'ils ont compris l'utilité de Bitcoin, etc. Là, j'ai vu dans le chat quelqu'un qui dit ils ont bien accumulé, ils vont dumper sur les gens, etc. Je pense effectivement que le scénario sera assez similaire en règle générale parce qu'on arrivera toujours à une euphorie qui amènera à un prix qui est déraisonnable par rapport à l'instant T où on touchera l'ATH de ce cycle. Mais la deuxième phase de la pièce, j'ai envie de dire, et là on va rejoindre un peu ce qui nous intéresse, c'est que ces bitcoins-là, il va falloir en fait les utiliser et les utiliser comment comme collatéral. Et moi, je pense que c'est à ce moment-là qu'ils vont justement se rendre compte de la beauté de la DeFi, de l'efficacité de
de ce qu'on peut trouver en DeFi en comparaison au système actuel. Et ça ne m'étonnerait pas justement que les narratifs qui suivent soient, et ben, effectivement, on l'a déjà vu, on en a déjà parlé, mais alors j'ai vu passer dans le chat le Real World Asset, mais même la DeFi basique, de lending, de mise en collatéral, d'emprunt, etc. Alors je vous dis pas que ça va se faire en 6 mois, hein, mais à terme, je pense qu'en fait, imaginez qu'en fait ils vont avoir exactement le même cheminement que nous, parce qu'on n'est pas les derniers des cons, hein, on va pas se mentir, on se voit toutes les semaines, on fait de la crypto toute la semaine. Il y a forcément un moment où en fait ils vont arriver avec les mêmes idées, alors peut-être des façons différentes de le faire, mais en vrai, au bout du compte, eh ben, je vous dis, voilà, ce Bitcoin qui est une réserve de valeur, cette mise en collatéral qui permet au final de garder cette valeur, mais de débloquer une partie du capital, etc. Voilà, ça risque d'être pas mal intéressant. Et après, je vois que dans le chat, il y en a qui disent un bear anthologique. Oh, la descente sera proportionnelle à la montée, comme d'habitude. Mais je sais pas ce que toi t'en penses, CM. On a déjà vu un bottom qui était moins violent que la fois d'avant. Alors c'était peut-être, je crois, moins 85%. Mais Non, cette fois-ci, on a pris moins 70, je crois. voilà, moins 70. Bah, le bear d'anthologie, il sera assez violent en termes de prix, parce qu'imaginons, je donne un chiffre au hasard, hein, mais imaginons qu'on monte, je sais pas moi, à 200 000. Imaginons qu'on prenne plus un moins 70% cette fois-ci, mais qu'on prenne que un moins 50, moins 60, moins 50%, disons, ça nous fait un bear market avec un Bitcoin à 100 000. Même si on retourne, on va dire, là où on est, même un Bitcoin à 70 000, allez, ben on reste quand même très très haut. Hein, Ouais, non, mais c'est vrai que ça peut tenir, hein, on va dire là, l'extension de Fibo 155 000, parce que perso, à compter de 100 000, même avant 100 000, je pense que petit à petit, je commencerai à me payer. Mais on va dire, allez, faisons un entre-deux par rapport à ceux qui disent 100 000 et ceux qui disent 200 000, on prend 150. Ça met tout le monde d'accord. Et effectivement, un simple retour à 70 000 pour venir faire un énorme support plus tard autour de l'ancien ATH ici, ça ferait moins 50, moins 55%. Ça serait tout à fait dans les clous, quoi. Moi, ça me paraît un play tout à fait jouable. Alors après, j'ai pas en tête les autres courbes, etc., qui peuvent nous aider, mais voilà, ça nous donne un peu une idée. Après, on n'a pas de boule de cristal, vous le savez bien. Donc, on va d'abord se faire un petit bull market, et puis après, on pensera au bear market une fois que on se sera fait rect ou pas, quoi. On va rester tranquille. En tout cas, effectivement, bien plus de nouvelles positives qu'il y a 15 jours et un sentiment, d'ailleurs, c'est très bien retranscrit au niveau du Crypto Fear and Greed, qui est passé très rapidement de la peur, voire on n'était pas très loin à un moment de titiller l'extrême peur. Et là, on est revenu immédiatement sur la neutralité, ce qui corrobore plutôt pas mal le sentiment, justement. La dominance des stablecoins qui a bien retracé. Donc, on a perdu depuis 15 jours, que je vous dise pas de bêtises, moins 16%. Donc, c'est quand même assez important, vu le mouvement qui était en cours récemment. On va voir là aussi comment ça se développera, mais c'est consécutif donc au rebond assez majeur qu'on a vu sur les cryptos. Ether, peut-être, un petit mot sur Ether, 3400 $. Plutôt propre aussi. On fait un peu la réciproque de ce qu'on a fait la dernière fois. Je vais peut-être essayer d'enlever ou prendre notre chart. Voilà, celui-là, il est à peu près propre. Donc, on avait eu une descente, je ne sais pas si on peut vraiment le qualifier de bull flag. Il est un peu dégueulasse. Et derrière, on avait fait donc de 2008 à 4000. Et là, de nouveau, on est un peu en train de faire la même sauce. Hein. Donc, c'est peut-être aussi le moment pour Ether, autour de cette approbation, de briller. Est-ce qu'il peut emporter un peu les alts avec lui, le reste du marché? Je sais pas, moi j'attends de voir, tu vois, je suis pas dans un mood particulier par rapport à Ether, j'y crois, mais je suis pas en mode oui, c'est ce qui va tout péter sur son passage. Je suis un peu dans l'attentisme, on va dire. Bah, sur Ether, alors pour l'Ether lui-même, je pense que l'action de prix, quand les ETF vont être tradables, etc., ce sera une action de prix à la hausse, quoi qu'il arrive.
Alors après, je ne vais pas vous dire que ça va faire un x3 dans la journée, mais sincèrement, je pense que c'est très bullish pour Ether. Les supplies sur les exchanges sont au plus bas et je vous rappelle que Ether, vous le savez déjà bien entendu, mais est le collatéral de référence pour la DeFi. Et donc, on a énormément d'Ether qui sont loqués pour pouvoir faire de la DeFi, faire du leverage, etc. Être stacké aussi également, sécuriser le réseau et avoir des rendements. Donc, en ce qui concerne Ether, je pense que l'action de prix, quand elle va partir, là, tu nous dessines un petit bull flag des familles. Ça fait sens. Et je pense que la mèche, à mon avis, risque d'être historique bientôt. Et en ce qui concerne les alts, je pense que les alts suivront. Après, de ce qu'on a vu sur les mêmes coins, c'était assez délirant. Est-ce que au final, ça va continuer? Il y aura sûrement quelques mêmes coins qui vont continuer à performer. Et sur les alts, les narratifs habituels qui peuvent dont on a déjà parlé, l'IA, RWA, le DeFi, etc., qui risquent aussi d'en profiter. Après, dans quelle mesure, je ne sais pas. Les graphes sont relativement dégueulasses pour l'instant et je n'ai pas la certitude qu'il y ait énormément, en tout cas des alts du précédent marché qui reviennent si facilement que ça à leur ATH. Mais en soi, il y aura des alts qui vont très très bien performer, ça c'est certain, uniquement parce que les market cap sont minuscules et que si on commence à avoir des dizaines de millions, voire des centaines de millions qui arrivent sur des alts, ça va faire des bougies de l'enfer, ça on est au courant, quoi. Et donc là, on revient dans le game habituel, j'ai envie de dire, de petit market cap, même si c'est 100 millions, hein, j'ai envie de dire. Voilà, dès que tout le monde commence à FOMO, ça part en bougie, en God Candle. Et donc ça, je pense que ça va être encore drôle à regarder. Et quand on parle d'altcoin, c'était la question d'ailleurs qu'on avait posée la dernière fois et pas mal de gens avaient répondu Chainlink pour un troisième aux côtés de Bitcoin et Ether, tu vois, dans un portefeuille long terme, voire Solana, au vu des derniers trimestres qui ont été très positifs. Quand on voit la communication de Chainlink, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus proactifs ces derniers mois. Notamment, là, ils ont fait 2-3 coms en mode on aimerait bien concurrencer le système commercial mondial, 30 000 milliards, etc. Est-ce que tu penses que justement Chainlink a été un peu trop mis de côté, un peu trop oublié? Et est-ce que son token peut justement avoir cette pertinence derrière spéculative que peut-être il n'a pas eu au dernier cycle, justement? Alors, il l'a eu, mais il l'a eu très tôt. Et Chainlink est vraiment un projet de long terme. Ils étaient présents à EthCC. Il y avait le CEO, André, qui était là, qui a fait d'ailleurs une conférence avec le CEO d'AAV. Ils avaient leur petit événement, etc. C'était assez intéressant. La DeFi aujourd'hui sans Chainlink, ça n'existe pas. Chainlink aussi est vraiment une entreprise avec des gros cerveaux dedans. Les actions de prix sont aussi la plupart du temps assez biaisées par le fait que c'est une team qui vend du token pour pouvoir payer ces grosses têtes qui viennent travailler pour eux. Moi, je reste voilà. Chainlink, c'est un token sur lequel je ne me prononce pas trop en court terme, parce qu'il peut monter, descendre, comme je vous le disais, il peut monter parce que des gens achètent et puis descendre assez violemment parce qu'ils ont besoin d'oseille et qu'ils vendent. Et on a eu des actions de prix baissières par vente, par le projet assez importantes. Mais en tout cas, les connexions avec le monde réel, que ce soit Swift ou etc., sont présentes. Et au final, voilà, comme dit 0xSB, c'est une des rares cryptos, alors pas la crypto, mais c'est un des protocoles qui sert à quelque chose. Son token, pas le mieux designé, mais voilà, il y a de toute façon besoin d'avoir du link pour être un oracle et fournir des prix. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir, c'est que on a besoin en tant que protocole d'oracles et pour payer ces oracles, on les paye en link, donc il faut bien les acheter pour pouvoir payer. Il y a pas mal de choses qui étaient gratuites et qui, dans le futur, le seront de moins en moins.
Donc le Chainlink est amené pour moi à s'apprécier. Après, en termes de temps, je peux pas vous dire, mais en tout cas, c'est un des projets effectivement les plus sérieux de l'écosystème et aussi les plus centrales en DeFi. Clairement, sans Chainlink, on ne fait rien. On se branche à ces API pour avoir les prix, on l'utilise pour liquider des positions, etc., etc. Donc oui, je pense que être bullish sur Link, à long terme, c'est clairement jamais une erreur pour moi. À court moyen terme, bon, ça peut varier. Je ne peux pas vous promettre là comme ça 1 x 50, quoi. Mais ça monte et ça va à droite. Non, mais voilà, c'est intéressant d'avoir un peu le ressenti de tout le monde. Et c'est vrai que communautairement parlant, je ne me serais pas attendu à avoir autant de monde qui soit aussi positif sur Chainlink pour le mettre à la 3e place quelque part d'un portefeuille long terme. Donc c'est intéressant. Peut-être qu'une fois, on fera un sondage à grande échelle pour avoir un vote comme ça d'un top 5 ou d'un top 10 communautaire de ce que les gens pensent qu'ils garderaient dans un portefeuille pour plusieurs années. Et je pense que ça peut être intéressant. Un petit coup d'œil du côté du marché US et notamment des minières. On a eu de très belles performances aujourd'hui. Alors attendez, je vais le retrier en pourcentage. Tac. Donc on a Marathon qui nous pousse 20% avec un gap. Il était ce matin à une vingtaine de dollars dans l'émission de ce matin. Et on se prend 20% dans la journée. Je l'ai passé mon renfort d'ordre à l'ouverture à 15h30. Ça me l'a exécuté à 21 et quelques, 21,2. Enfin, toujours est-il, tout à l'heure, j'étais à plus 10, plus 12 sur la position de 15h30. Donc, j'étais pas mécontent. Et voilà, avec Riot, ça fait partie des deux qui sont à la fois suffisamment robustes pour qu'on ait envie de s'y intéresser ou d'investir dessus, mais surtout, ça fait partie de ceux qui soit rachètent les autres, donc démontrent une très bonne santé financière, soit pour Riot en particulier, on avait Vanguard, BlackRock, Fidelity, JP Morgan, Chase, JP Morgan Chase d'ailleurs c'est le même, Goldman Sachs, Citigroup qui ont mis 700 millions à l'été 2023 sur le support des 9 à 10 dollars qui bizarrement à ce jour n'a jamais lâché. Donc voilà, il y a peut-être un petit quelque chose, tu vois. Ouais. Et en même temps, ça change aussi le narratif au niveau des mineurs. C'est qu'avant, on avait quand même des mineurs qui étaient assez isolés, même si on avait des poules de minage qui étaient quand même importants. Mais je pense qu'en termes de financement, on avait des sociétés qui étaient relativement assez seules, qui n'avaient pas forcément accès, on va dire, au système bancaire dans son ensemble, etc. Et qui pouvaient se retrouver assez facilement en perdition économique, on va dire, suite à un bear market, quoi. C'était très compliqué d'encaisser un bear market. Il y avait des loans sur les machines, etc. Là, quand on a des gens comme ceux que tu as cités, des groupes qui rentrent dedans, ça permet aussi de voir plus loin. C'est-à-dire que ces financements-là ne sont pas faits à 1 an ou 2 ans. C'est des financements qui sont faits à 5 ans, à 7 ans, à 10 ans, à 12 ans, à 15 ans. Et donc ça permet aussi de donner de la hauteur de vue aux mineurs, de pouvoir se financer sur le plus long terme et de pouvoir aussi encaisser des actions de prix qui seraient plus ou moins erratiques. Et d'ailleurs, on l'a un peu vu, parce que la capitulation des mineurs qu'on vient de vivre et qui est sur le point de s'achever et qui aide aussi, à mon avis, à la reprise du marché, et du fait qu'il y en a qui ont eu du mal, qui ont mis du temps à mourir, quoi. Alors peut-être à cause des ordinals, etc., qui faisaient un petit peu de plus d'oseille, entre guillemets, quand on arrivait à miner un bloc, mais peut-être aussi parce qu'on a eu plus de soutien financier et que, au lieu des 8 à 20 jours qu'on avait vus dans les 2 cycles précédents, là, on est passé sur quelque chose qui approche quasiment les 3 mois, quoi. Donc c'est aussi intéressant de voir ça.
Et on va voir D'ailleurs, à ce moment-là. l'action de prix des minières avait commencé à se casser la gueule une quinzaine de jours avant le halving. C'était précurseur un peu de ce qui allait se passer au niveau de l'action de prix de Bitcoin après. C'est un truc à se noter, ça, pour le cycle suivant, parce que je pense que, en général, ça se passe à peu près comme ça. À 15 jours avant, 15 jours après le halving, c'est là où on risque de se prendre un peu une tôle si on a eu une très belle action de prix juste avant. Exactement. Exactement. Ça peut être un nouvel indicateur de bull run ou de bear market à regarder. Ouais, bah après, de toute façon, quand on investit comme ça et sur des années, voire des dizaines d'années, et je vous le souhaite à tous, pas que dans les cryptos, peu importe dans ce dans quoi vous investissez, c'est de l'observation et de recouper des données et d'essayer de faire de la statistique pour ensuite en tirer, bah, j'allais dire la quintessence, mais c'est pas vraiment ça, en tirer les leçons de ce qu'on a pu voir et apprendre au travers du temps. Et vu que l'homme reste homme et que la psychologie liée à l'argent, elle reste la même, globalement, même quand tu remontes à 1900, 1800, ou le peu d'observations qu'on peut faire de la finance qui petit à petit s'est modernisée, on a quand même un peu le même type de scénarios, tu vois, qui ont tendance à se reproduire. Et après, bien entendu, bon, on va dire à compter des années 70, 80 et ensuite avec l'ère d'Internet 2000, même un peu avant 2000. Là, on peut observer encore plus précisément le comportement à la fois des hommes sur les marchés, mais par la suite des algorithmes qui, dans tous les cas, ont été jusqu'ici développés par des hommes, puisque petit à petit, on verra peut-être l'émergence d'un nouveau style de trading qui sera du trading IA, algorithmique, auto-apprenant, et qui peut-être un jour va nous faire des dingueries, qui sait. Ouais, ouais, ouais. Alors après, toujours se méfier parce que tu sais, quand tu trouves une nouvelle arme, il y a toujours une nouvelle arme de défense. Donc à voir, t'auras tu sais, les IA pour gagner de l'argent et puis les IA pour faire perdre de l'argent aux autres, quoi. Donc, Ouais, en tout cas, on change les outils, on change pas les règles, quoi. ouais, non, c'est clair, c'est clair. Belle réaction des minières, voilà, on a du plus 10 à plus 20. On a Coinbase aussi qui nous a repris sur support par rapport à la semaine dernière une trentaine de dollars. Donc pareil, hein, très belle contraction de prix, on est relativement haut. Ça se passe plutôt pas mal pour Coinbase qui devrait avoir encore et toujours des bons résultats dans les prochains trimestres au fur et à mesure qu'on l'espère, le marché crypto reprendra un peu des couleurs et du vert. Qu'est-ce qu'il y avait encore d'intéressant? Tesla, bon, on en a parlé ces derniers jours. Je crois que d'ailleurs qu'on en avait parlé au moment où on était en train de toucher ici les 140. On en avait reparlé à 175. Ça a poussé un bon 60%, je crois, en un mois. Donc là aussi, plutôt cool, hein, niveau volatilité. On n'a pas besoin d'aller sur des shitcoins. Hein, et les actions américaines font C'est plaisir. Hein. impressionnant, ça. Hein. C'est vraiment des trucs où nous, en fait, on calcule pas trop parce qu'on avait l'habitude, mais c'est vraiment des choses qu'on voyait pas vraiment sur les stocks. À un moment, enfin, voilà, enfin, il y a plusieurs années, moi, je me rappelais quand une action prenait 3% dans la journée, c'était waouh, le pump de malade, quoi. Franchement, Ouais, non, c'est assez extraordinaire. Puis ouais, on parle de capitalisation en milliers de milliards, quoi. Enfin, ouais. c'est. C'est Enfin, clair. pour les plus grosses, pour les supersets, après, bon, ça dépend les actions, mais voilà, on a quand même des actions qui sont très, très capitalisées. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai oublié d'en parler aussi, puisqu'il cherche, Michael Saylor, à split son MSTR MicroStrategy pour un ratio de 1 pour 10, et elle est aujourd'hui à 1631 après avoir dip récemment à 1002. Donc ça nous fait une joyeuse poussée de 35% en même pas 15 jours, puisqu'on attaque à peine la semaine, donc on va dire en 7 jours. Donc MicroStrategy qui là aussi pourra attirer bon nombre de nouveaux investisseurs en abaissant volontairement ce prix de l'action autour de, si on s'en fie au prix d'aujourd'hui, 160 $. Ouais, ouais, et puis qui a encore acheté le bottom et qui, on peut dire, a une action de prix alignée sur le Bitcoin, puisque c'est limite un fonds Bitcoin maintenant, MicroStrategy, j'ai l'impression. Je sais pas quelle est comment ils dispatchent en fait leurs fonds entre Bitcoin, actions, etc. à l'intérieur de MicroStrategy, mais depuis le temps qu'ils achètent, ça doit commencer à peser sur la balance sheet, quoi.
Ouais, il y avait Main Courante qui demandait un mot sur les dernières annonces de Powell. Eh bien, c'est intéressant parce qu'on a la sensation qu'il prépare le marché à son futur pivot, ce qui dans tous les cas va arriver tôt ou tard. Et on avait les taux qui petit à petit sont vraiment en train de lâcher du lest et de lâcher des supports potentiellement dynamiques avec les moyennes mobiles. Après, pour vraiment lâcher du mou, là, il faudra qu'on descende sous les 4% et ensuite peut-être un jour venir chercher 3,50 et baisser beaucoup plus par la suite. Puisque quand on parle d'une baisse sur les taux, ici par exemple en 2018, on était à 3%, on a fini à 0,10. Donc voilà, on peut avoir des amplitudes sur les taux qui sont phénoménales au niveau et positif et négatif. Donc on va voir comment ça va se passer, comment le marché va anticiper, si c'est Q3, Q4. En tout cas, d'ici la fin d'année, je pense que la Fed aura pivoté. Là, désormais, avec une inflation, la dernière qui était largement dans les clous, voire un peu inférieure, et la Trueflation, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui est à quoi, à 1,80 ou enfin, je crois qu'ils sont déjà autour de 2%. Je ne sais jamais laquelle exactement est suivie là-bas sur les chiffres que surveille Vincent Gann. Trueflation, je crois que c'est l'autre. Ouais, bon bref, On si était c'est à pas la 3, bonne, 3, vous aurez compris de quoi je veux parler. Mais Mm. voilà, c'est vrai qu'on a les États-Unis où on se posait beaucoup de questions un an en arrière, en mode ça y est, ça va être la récession, c'est la fin du monde et tout ça. Et au final, je ne sais pas si c'est porté justement par cette hyper spéculation sur les supersets et sur l'IA, sur les semi-conducteurs et toutes ces super capitalisations qui au final tankent à mort et tiennent la barre haute du bateau. Mais l'économie américaine, en tout cas en apparence, et Ouais. en tout cas niveau métrique pour l'instant, a l'air de plutôt pas mal se tenir. Donc à voir ce que ça va donner. Powell ayant déclaré en substance au final qu'il pense que le hard landing n'est même pas un sujet aujourd'hui, que ça devrait pas trop mal se passer. En même temps, il ne va pas dire le contraire. Et voilà, je pense que c'est plutôt encourageant et c'est ce qui fait que les taux anticipent un peu, mais tant que c'est pas fait, voilà, je demande à voir. Moi, le seul truc qui me fait craindre un peu aujourd'hui suite au pivot, c'est ça. C'est un SP500 qui est complètement au perché, c'est un Nasdaq qui est complètement au perché, et un simple retour à la moyenne mobile 20, c'est pas grand-chose, bah, c'est déjà moins 8%. Ce qui, pour un indice, pour une bourse aussi capitalisée, c'est des centaines de milliards, peut-être des milliers de milliards qui s'envolent sur la balance. Donc, à voir. Après, je pense que c'est pas simple à naviguer parce que aujourd'hui la dette des États-Unis est telle que avec des taux d'intérêt élevés, c'est vraiment très très compliqué, même s'ils ont la planche à billets, etc. Il faut rester entre guillemets un moment crédible. Donc une baisse des taux, pourquoi pas, un pivot, pourquoi pas. Après, dans quelle mesure voilà, je n'espère pas qu'on retombe à des taux proches de zéro parce que on voit que c'est pas terrible. On peut avoir un petit pivot, etc. À voir si ça aura effectivement un effet sur les assets à risque, hein, parce qu'aujourd'hui le cash paye trop bien et donc on a moins de cash qui revient dans les actions, dans la crypto, etc. Mais en vrai, je ne m'attendrais pas forcément à des dingueries en termes de baisse court terme. Mais je pense que pour notre bull run, ne serait-ce qu'une seule baisse suffira à faire en sorte que les marchés pètent un câble, quoi. En fait, ce qui est intéressant aussi à cumuler à tout ça, c'est que il y a la détente aussi niveau bilan. Donc, au lieu de retirer là en ce moment du bilan, et je crois que c'était à compter de mi-juin ou peut-être c'était maximum juillet. On en avait parlé il y a une quinzaine de jours, peut-être un peu plus. Je perds complètement la notion du temps. Peut-être que c'était il y a un mois. Mais normalement, la Fed, en simultané là qu'il s'apprête à pivoter, chose qui n'est pas encore faite, il devait au cours de l'été commencer à arrêter d'enlever de la liquidité. Donc, c'est pas pour autant qu'ils vont en remettre comme ils ont fait impression monétaire à gogo au moment du crack Covid, mais le simple fait
d'arrêter d'enlever au bilan, bah déjà, ça a un effet qui permet justement au marché d'avoir une respiration un peu plus importante. Et en fait, c'est tout ça cumulé qui, lorsqu'il y aura plus de liquidités, des taux qui vont baisser et donc le dollar qui sera un peu moins attractif. D'ailleurs, l'euro-dollar avait rebondi, si je ne dis pas de bêtises, ces jours-ci, en faveur de l'euro. On aura peut-être voilà, un peu plus d'argent qui revient sur les assets à risque et on aura des rendements qui, a priori, devraient être plutôt sympas. Et c'est vrai qu'on l'a souvent dit ces dernières semaines, mais on ne peut que le répéter. Tant qu'on offre du 4-5% sur des bons au trésor aux États-Unis, les multimillionnaires, les milliardaires, je ne vois pas pourquoi ils iraient se casser le cul sur Bitcoin. Oh. Quoi. Non, clairement. Et puis surtout, vu la période d'incertitude qu'on traversait, c'est un comportement tout à fait normal. Ça va changer. Et c'est ce que je te dis. Après, je ne sais pas dans quelle mesure ce sera brutal ou pas, s'il y aura vraiment un énorme appel d'air. Mais en tout cas, pour un marché petit comme le nôtre, ça va se sentir. Voilà, tout simplement. Ouais, il y avait Babar qui disait MS2L, la masse monétaire augmente. Je crois que j'ai un indicateur pour ça. Attends, je me le suis mis où? Il est peut-être justement dans marché US, je sais pas. Je sais plus, comme j'ai fait un gros tri. J'avais la masse monétaire, mais je sais plus si c'était mondial. Je crois que c'était que celle des États-Unis. Ouais, c'est ça. Avec les 21 000 milliards. Et effectivement, on est de nouveau en légère reprogression. Et on voit d'ailleurs, on est en hebdo ici, qu'on est en train de faire la fin de cette baisse au niveau de la liquidité. Avec une accélération qui a été vertigineuse, complètement barge. On est passé de 15 000 milliards à 21-22 en moins d'un an. Attends que je dise pas de bêtises. Ça a commencé en mars-avril 2020, donc pile poil au moment du crack Covid, et on a atteint le max du max en janvier 2022, donc un peu moins de 2 ans, mais sachant que le gros du truc avait déjà été fait en avril, donc un an pour le gros, et ils en ont rajouté encore un petit peu par la suite. Donc ça, c'est un des indicateurs phares, bien qu'il n'y ait pas grand-chose ici affiché à l'écran, qui nous démontre quand est-ce qu'il y a la grosse moula qui est dispo et qui revient d'un point de vue masse monétaire dispo sur le marché. Quoi. Ouais, et ça, sachant que alors ça, c'est quelque chose qui est constant. Vous n'avez pas de bull run si vous n'avez pas une augmentation de la liquidité. Quoi. On l'a vu à chaque fois, le bull run se déclenche quand la liquidité revient sur le marché. Donc ça aussi, c'est un bon indicateur. Après, j'ai pas vu souvent, on faisait les comparaisons où on comparait le prix du Bitcoin par rapport à la masse monétaire aussi. Et ça, c'était assez intéressant de voir qu'après, le prix était un petit peu constant par rapport à quand on comparait à la masse monétaire. Donc ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas si la masse monétaire augmente que de voir le prix de nos assets préférés augmenter en parallèle. En tout cas, je ne sais pas si c'est complètement à jour parce que ça remonte jusque dans les années 60, l'indicateur. Et on voit ici qu'il y avait eu vraiment un gros truc qui s'était passé entre 92 et 95. Donc, ça précédait peut-être d'ailleurs la bulle Internet, puisque la bulle Internet, si je ne dis pas de bêtises, ça s'étendait plus sur les 5 années suivantes, entre 95, 98, 2000. Mais on voit qu'on avait une belle période d'aplat ici, autour de 3400 milliards. Et ensuite, voilà, ça a continué de plus belle. Et là, quand on voit l'amplitude au MACD de ce qui s'est passé en 2020, c'était quand même un truc qui ne s'est jamais produit, en fait, dans l'histoire de la finance, en tout cas tel qu'on peut l'observer ici sur la masse monétaire jusque dans les années 60. Mais je pense que c'est un truc qui ne s'était pas produit depuis... Après, regarde, ton graphe n'est pas très parlant. Essaye plutôt le ticker WM2NS. Ouais, on voit à peu près pareil. Hein. Ouais, on voit à peu près pareil. C'est vrai que j'avais pas vu que tu étais en. Mais voilà, on avait une petite baisse. Il suffit d'avoir un petit rebond plouc
et on est reparti. Après, il y a de plus en plus de monnaie sur le marché, et ça, c'est une constance. À voir comment ça finira, quoi. Ouais, en tout cas, ça démontre que oui, au travers du temps, on a une croissance de cette masse monétaire, que peut-être c'est lié aussi à tout ce qu'on peut observer du côté de la dette qui devient un peu incontrôlée, incontrôlable. Après, il y en a plein qui pensent qu'on arrivera au bout de ça tôt ou tard et que soit le système périclitera pour un nouveau ou bien on trouvera des échappatoires à tout ça et peut-être que les monnaies numériques pourront nous aider et la blockchain. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde le SP500, le Nasdaq et tout ce qui va bien aux États-Unis, voilà, c'est difficile en l'état de se dire que le marché US pourrait aller mal demain. Alors de notre côté, quand on monte autant, peu importe quand ça arrivera d'avoir un retracement. Le SP500, je veux dire, hein, on voit qu'on a suffisamment d'accidents de parcours en mensuel pour nous le prouver au travers du temps, avec notamment dans les années 30, moins 83% en 29. Enfin, même pas, c'était après d'ailleurs. C'est marrant ça. Non, le crack a eu lieu en 29, mais ça a pris jusqu'à 32 pour avoir le point bas à moins 83%. Ouais, c'est assez ouf. Bon, bref, je pense pas qu'on en revienne, mis à part si justement le système saute à des extrêmes à la 1929. Mais globalement, voilà, on a des accidents de parcours qui sont assez marqués pour l'intégralité de cet indice du SP500. Et je pense que dans tous les cas, il y a des opportunités qui se présentent de façon assez cyclique. Et c'est pour ça que souvent on dit que les ETF qui finalement sont auto-nettoyants, et c'est quelque chose où même moi aujourd'hui je suis encore en pleine réflexion quand je regarde par exemple le fameux MSCI World, le CW8, je me dis est-ce que c'est véritablement le cheat code qu'on veut bien lui donner, lui prétendre? Parce que le truc, depuis qu'il est coté ici sur Amundi en 2009, il ne fait que monter. Sauf que si tout le monde se dit que c'est un peu le truc parfait, tu vois, pour l'investisseur qui n'a pas envie de se casser la tête, je me dis ça peut pas créer que des gagnants. Il y a toujours il y a un truc un peu qui est contre-productif dans la réflexion. Et d'un autre côté, vu que ça représente les meilleures entreprises mondiales, que c'est auto-nettoyant, c'est-à-dire quand il y en a une qui fait plus le taf, elle dégage, c'est remplacé par une note plus performante. C'est un peu le cheat code des marchés. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est un truc qui tend mathématiquement à se tirer toujours que vers le haut. C'est trop bizarre. J'ai envie de dire, quand est-ce qu'ils vont splitter le prix là? Déjà 527, c'est trop cher. Mais tu peux en acheter à 5 € sur. Il y en a un nouveau qui a été créé justement par BlackRock en France. Voilà, tu vois, ils ont tout compris. Non, mais je suis d'accord avec toi. Si en plus, effectivement, tu as une mise à jour des entreprises et que tu es toujours vraiment exposé aux meilleures entreprises du moment, oui, effectivement, ça fait un peu de cheat code. C'est tout à fait possible que ce soit comme ça. Après, la performance, ouais, est pas mal. Est-ce qu'apraprès, tout va vers le haut tout le temps? Non. Mais tout dépend. Non, En fait, oui, c'est comme le SP500 et c'est comme n'importe quel indice. Quand il y a un shoot mondial, ça prend un shoot aussi. Mais comme dit XP Kings, maintenant que tu le dis, ouais, je crois que dans les années en 95, il y a eu une grosse crise sur les marchés. Je m'en souvenais plus, mais maintenant que tu le dis, je pense que c'est le cas. Et peut-être même que ça a eu une amplitude plus grave et plus grande que ce qu'il y a eu au niveau de la bulle Internet par la suite, pour les marchés globaux dans leur intégralité. Ouais, je me rappelle plus ce qu'il y a eu en 92-95, je crois que c'est peut-être là. Ouais, t'étais pas encore né. Si, moi je me rappelle des manifestations contre le truc de Juppé là qui avait. Et que maintenant, quand tu parles à des 2000, ils s'appellent par leur année, tu vois, ils te disent des 2008, des 2010, des 2000 machin. Ouais, lui c'est un 2000, lui c'est un machin. Je te dis ok. Ah là, le CPE qui est main courante, ils savent de quoi on parle là. Ils connaissent les vraies grèves à l'ancienne. Ouais. Les grèves générales.
En tout cas, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. On voulait faire une émission pas trop longue. Ouais. Est-ce qu'on donne un petit mot sur la On, DeFi en illustrant avec on peut AAV en passer quelques mensuel? petites haltes comme ça, Ouais. histoire de. Allez, parle-nous de AAV, parle-nous de la DeFi, Manu. Dis-nous, donne-nous tes Euh, meilleures pilules. alors en DeFi, je pense que moi personnellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est un peu le dragon qui sommeille. Je suis certain d'une certaine façon, alors j'ai pas l'horizon de temps, mais je suis certain que pour être un succès en crypto, il faut avoir une utilité, il faut avoir un modèle économique qui soit viable. Et je pense qu'au bout du compte, c'est quelque chose qui sera reconnu par le marché. Alors, ça n'empêchera pas les gens d'aller faire joujou avec les mêmes coins, etc. Mais je pense que sur le long terme, on a des protocoles qui sont juste bons. Là, ce que je vois sur ton graphe d'AAV, je vois juste un range infini qui ne s'arrête pas et qui, quand il va être cassé, va faire exactement comme d'habitude, va nous faire une bougie des enfers. Donc, je suis assez bullish pour le moment. Euh, Aujourd'hui, il y a encore peu de protocoles qui ont une vraie utilité, qui ont une économie qui génère de l'argent. Ça va être le cas de plus en plus. En tout cas, il y a toujours de la création. J'ai trouvé que sur cette édition d'ETCC, il n'y avait pas tant de choses, de protocoles nouveaux que ça. Il y avait des nouveautés, hein, mais il n'y avait pas non plus de dinguerie. Euh, voilà, ça parlait quand même encore tech, infrastructure, etc. Des choses qui étaient intéressantes. Euh, on aura après c'est difficile de spotter les narratifs d'aujourd'hui quand on m'a enfin j'ai entendu parler de trucs de hamster avec du tap to earn sur Telegram, enfin vous voyez des délires comme ça, donc il y a encore de la place pour la shitcoinerie clairement. Après est-ce que tout va pumper? Comme je disais, je pense qu'il y a des tokens comme d'hab hein, qui resteront sur le carreau et que vous avez peut-être encore en portefeuille par rapport au, au cycle précédent. Mais en tout cas, on peut pas tout savoir. Mais pour moi, les mastodontes de la DeFi finiront par reperformer et performeront encore mieux, hein, ce qui pourra permettre de dire, au final, on est nouveau, pas encore fait d'ATH, petit market cap, et ça, effectivement, il y aura des actions de prix qui seront beaucoup plus intéressantes dans l'absolu. Après, nous, en bon père de famille, on a envie de vous dire qu'effectivement, sur votre portefeuille moyen-long terme, ça peut être intéressant d'avoir ce genre de token. Donc, je peux parler. Voilà, là, en l'occurrence, on a du AAV, mais on a d'autres protocoles qui peuvent être intéressants. On a vu, je sais pas, il y a je sais pas, du balancer. Moi, je reste toujours quand même un minimum bullish sur le CRV au prix où il est. Voilà, on va dire le GMX, je trouve que c'est un peu compliqué, la tokenomics, etc. Mais le GMX, il délivre. Je vois dans le chat le Telcoin, je suis pas certain, mais bon, il est toujours là. Je sais pas s'ils ont fini par acheter leur Il n'y banque, avait pas etc. aussi DYDX qui est, malgré le fait qu'ils en relisent régulièrement et qu'ils en vendent aussi pas mal, je crois, il était plutôt Bah, attractif au niveau de ses revenus. DYDX, ça crache, hein, en vrai, ça crache de l'oseille. Alors après, euh, ça sert pour les traders qui sont là-bas. Ils sont quand même dans le narratif dans un bon narratif et en vrai, ils font l'oseille et ils sont utilisés. Donc au bout du compte, c'est pas mal. Et après, tu vois, je vois là, il y a Laxwen qui nous dit SNX, etc. Il y a quand même des choses qui se passent. C'est pas déconnant. Après, il y a des tokenomics qui sont plus ou moins bien faites à la base et des tokens qui sont plus ou moins vieux et qui peuvent aussi empêcher, tu vois, avec une tokenomics un peu pipée, les empêcher de partir. Après, il y a des narratifs. Alors, je vois Paraswap, je ne sais pas du tout si le Paraswap peut remonter de là où il vient. On me parle d'Ethena. Ethena, pourquoi pas Ethena, je ferai quand même attention. Les revenus d'Ethena ne sont pour l'instant pas soutenables. C'est plutôt un outil intéressant, mais je sais pas, j'ai pas acheté leur token par exemple, etc. Là, tu vois, tu mets le Tao. Le Tao, moi, je serais plutôt sur
les fondamentaux du projet. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose ou est-ce qu'on est sur de la spéculation pure avec beaucoup de tokens stackés, une supply limitée voilà, et on parle du Hondo. Bon, ça peut être intéressant le Hondo. Après, est-ce que vraiment le token apporte quelque chose? Voilà, on va pas tous les faire, mais bon, ce qui est important, moi vraiment, en règle générale, ce que je spot, c'est des tokens avec des revenus, parce que c'est toujours plus plaisant de holder des tokens qui vous rapportent de l'argent, même si un peu leur prix s'est éclaté. C'est quand même, au moins, vous n'avez pas un token qui ne fait que descendre, il vous rapporte quand même des sous. Et petit à petit, vous pouvez vous refaire, j'ai envie de dire. Mais là, vu qu'on a l'air de se diriger vers un bull market, vous pourrez le faire, make it, tout simplement. En tout cas, dans justement les tokens, comme on disait tout à l'heure, qui se démontrent forts, hein, Solana, à peine il a retesté le 0,382 autour de 200 $, non pas 200, que je dise pas de conneries, autour de 120. On a eu une belle réaction ici entre 120 et 130. Donc, c'est vrai que ça fait partie pour ce cycle, bien qu'il ait déjà bien performé. Donc, je pense pas qu'il faille s'attendre à des multiples déraisonnables désormais sur Solana. Ça sera, voilà, comme je dis souvent, déjà, si on rentre des x2, x3 à partir des prix de maintenant, on sera très content. Mais c'est vrai que ça ne vend pas du rêve, hein, de dire Ether x2, Solana x2, x3, AV peut-être dans ces eaux-là. Mais il faut prendre en considération les market cap et les capitalisations que ça fait derrière. Hein. Ouais, mais clairement. Après, Solana, il y a aussi un narratif qui fait que je sais pas, Solana, en fait, s'ils sont pas morts, il y a quand même de la tech. Nous, on a rigolé très souvent ici en parlant de la blockchain qui part en vacances, etc. Bon, en tout cas, ils sont toujours là. On parle quand même d'ETF, de choses comme ça, etc. C'est peut-être soutenu. Il y a du développeur, etc. On ne peut pas tuer effectivement tout ça dans l'œuf. Et les narratifs, en règle générale, sont quand même intéressants sur des tokens comme Solana. C'est poussé, quoi. C'est poussé par les investisseurs, c'est poussé par les communautés. Après, d'un point de vue fondamental, c'est vrai qu'une blockchain qui s'est arrêtée je ne sais pas combien de fois et je ne sais pas combien de temps, voilà, c'est... Ouais, mais après, on te dira que c'est une blockchain qui est jeune, etc., que Ethereum, il y a aussi eu des problèmes au début, que Bitcoin aussi a eu des soucis à ses tout débuts. Donc, pourquoi pas Après, tout dépend, en vrai, si la décentralisation est importante. Tu vois, c'est des choses comme ça. Solana, si ça répond... par exemple, je sais pas moi, au narratif de moyens de paiement sur la blockchain et que Solana est capable de traiter ça, Solana peut très bien au final réussir en utilisant que ce narratif-là. On a vu qu'il y avait eu un narratif NFT puissant en début d'année sur Solana. C'était intéressant, même si je pense que ça a été un peu dirigé. Ça n'empêche qu'à moyen long terme, on a quand même quelque chose. Après, on peut pas être certain de la réussite. On peut être certain qu'il y aura de la concurrence aussi. Donc, on peut pas savoir à l'avance si on va avoir ces projets-là qui vont perdurer ou se faire piquer la place par d'autres. Mais voilà, quoi. On a ça donnera quelque chose à court terme. Après, à moyen terme, je ne peux pas vous dire que si vous gardez vos sols pendant 5 ans, au final, vous allez être les rois du pétrole. Quoi. Ouais, les alts, après, il faudra prendre le temps de les passer un par un, de regarder un peu les dossiers solides, voir comment ça s'est comporté récemment, voir un peu tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs qui pourraient s'avérer plutôt sympas. Moi, j'aurais tendance à privilégier, même si c'est peut-être pas la meilleure façon de fonctionner, parce que derrière, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et on l'a bien vu la dernière fois en prenant pour exemple Matic. Matic, il y a 1 ou 2 ans, lors du bear ou de l'avant-bear ou pendant le bear, enfin peu importe, tout le monde se touchait dessus en mode ouais, c'est bon, c'est le futur layer 2 de référence qui va tout déchirer sur son passage. Ils se sont quand même pas mal fait voler la vedette par d'autres layers 2 et
de ce que disait Marc l'autre fois, il y avait quelques décisions de la team qui n'étaient pas folichonnes parfois. Donc, ce qu'il a un peu, on va pas dire mis aux oubliettes, mais ça lui a fait perdre quelques rangs, tu vois, et notamment en termes de perception. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse sur ce cycle, c'est de voir un peu les actifs, tu vois, comme Avax, par exemple, qui ont repris de 9-10 $ à 65 $. C'est les Solana, c'est les Render, c'est les NIR Protocol, les trucs qui vraiment ont de l'attraction et le démontrent, et par l'action de prix, et par l'utilisation, et par les utilisateurs. Donc, il y a un truc à chercher, je pense, pour quiconque s'intéresse à la fois un peu aux fondamentaux, en plus de l'action de prix qui est positive, c'est d'avoir un peu ce meilleur des mondes, d'essayer de cumuler une belle action de prix et un fondamental qui est porté derrière, qui est porteur et qui permet d'aligner un maximum de planètes en notre faveur pour ne pas nous retrouver le bec dans l'eau le moment venu quand tout pump, mis à part notre bon vieux shitcoin dans notre bag qui reste à moitié hacké. Ou... Après, c'est vrai que ça fait rager aussi parfois d'avoir des convictions, d'avoir attendu 2-3 ans, de voir notre shitcoin favori qui fait x3, pendant qu'à côté, tu as le même coin qui fait x100. C'est aussi une partie du jeu non négligeable. Hein, c'est un peu le souci. Voilà. C'est un peu le souci, tu vois. C'est que là, tous les tokens dont on vient de parler, il n'y en a pas un seul qui va faire x100. Ça, je peux vous le dire. Vous aurez des multiplicateurs peut-être généreux, mais vous n'aurez pas des x100 sur NIR, vous n'aurez pas des x100 sur Solana, clairement, sur Ether, sur AAV. Ça, c'est terminé. Donc après, c'est vrai que on n'en parle pas forcément, mais j'ai aucune idée. Je ne peux pas vous dire quel est le token qui va faire un x100. Sinon, croyez bien que j'en aurai en portefeuille. C'est assez compliqué à spotter. Peut-être que en mettant des petites billes à droite à gauche, on y arrivera. Mais voilà, comme dit Sacha, en règle générale, vous aurez plutôt des x4, x5, x10 plutôt que des x100. En tout cas, c'est ce qu'on disait la dernière fois. C'est ce qu'on disait la dernière fois. Si pour un altcoin, ça se passe très très bien, sur ce cycle, jusqu'à présent, c'était plutôt x5, x10. Hein. Donc, si ça se passe pas bien, déjà un x2, comme on disait, x2, x3, ça sera pas mal. Et ça dépend toujours de la capitalisation, du market cap. Il y a pas mal de personnes qui disaient dans le chat Atom Cosmos, ça fait partie de ceux qui se sont révélés un peu décevants, en fait, sur cette reprise. Et à côté de ça, il y a eu pas mal de farms d'airdrop. Donc, est-ce que quand on cumule tous les airdrops, ça vient rattraper l'action de prix de Atom Cosmos qui était un peu décevante? En tout cas, on en est là. Et il y a, je ne sais plus au niveau des tokenomics, il y avait eu des changements qui aussi redistribuent un peu les cartes au niveau de l'inflation pour le jeton Atom, si je ne dis pas de bêtises. On était passé d'une grosse inflation à un truc un peu moindre, mais bon, après, il y a des gens qui y croient dur comme fer et qui pensent que ce truc, ça va être le moon absolu de ce cycle. Personnellement, j'en ai un bag à équivalent avec d'autres bags, d'autres cryptos. Mais c'est pas pour autant que j'irai bourrer là sur Atom là de suite. Il n'y a rien qui me donne l'envie immédiate de poser la maison sur Atom. Et les gens qui y voient plus que ce que nous on y voit aujourd'hui, d'un point de vue fondamental ou d'un point de vue spéculatif ou que sais-je, eh bien tant mieux. Toute vérité n'est pas absolue et chacun à ses propres convictions et encore heureux. Mais c'est vrai que d'un point de vue perso, comme Avax, j'irai pas poser la maison, comme NIR, j'irai pas poser la maison, comme Solana, j'irai pas poser la maison. Voilà, tout est une question de pertinence par rapport à ce qu'on pense et de pondération dans votre bag. De pas mettre des trucs que l'on pense qu'ils peuvent faire des gros multiples, mais ce qui veut dire que derrière aussi, ils peuvent se prendre des drawdowns extrêmement importants. Et petit à petit, comme ça, vous arrivez à vous faire un portefeuille qui est de plus en plus équilibré et qui ne se prendra pas des moins 60, moins 70 dès que Bitcoin a la diarrhée. Ouais. Non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Bon, dès qu'on a le x1000, on vous le donne, hein, vous inquiétez pas. T'as raison. Ça arrive, ça arrive. Mais en vrai, rappelez-vous,
Le fois 1000, ça arrive une fois tous les, je sais pas combien, c'est les chances pour l'euro million, là, tous les 70 millions de participants. Et voilà, ça, c'est le fois 1000. Ouais. Ouais, non, non, mais c'est ça. Mais après, oubliez pas que, enfin, moi, je pense que la meilleure façon pour ceux, parce qu'on a parlé, voilà, des tokens qui feront des multiples normaux, mais il y a aussi une façon de choper les bons multiples. Alors, peut-être pas, vous chopez peut-être pas le fois 1000, mais c'est d'être à l'écoute, de voir un peu ce qui se fait. Rappelez-vous au cycle d'avant, vous avez eu le temps de rentrer sur le Shiba, vous avez eu le temps de rentrer sur le SafeMoon. Euh, Moi, j'aurais eu le temps de rentrer dessus. Je ne suis pas rentré dessus, mais en soi, je les ai vus arriver et n'importe quel petit billet vous faisait beaucoup d'argent quoi, à l'époque. Je crois qu'on en discutait d'ailleurs entre nous au plus dur d'Uber de mettre un petit 50-100 balles sur tous les pires shitcoins et tous les pires memecoins. Ouais. Et au final, on l'a pas fait, quoi. Non, on l'a pas fait, mais bon, tu vois, t'aurais mis je sais pas ce qu'ils ont fait comme action de prix, mais moi, je sais, puisque, enfin, il y en a un, je sais, c'est le Floki. Moi, je me rappelle que j'avais acheté du Floki avec un airdrop sur la BSC pour montrer à un pote que c'était n'importe quoi. J'avais acheté, je crois, l'airdrop, c'était genre 1500 $ que j'avais reçu. J'avais tout transformé en Floki. Au plus bas du bear market, mes 1500 $ étaient devenus genre 1,50 $. Donc c'est quand même assez dingue. Hein. C'est quand même assez violent comme descente. Et je suis remonté à 1500 $ à un moment quand on a pumpé au maximum là en 2024. J'étais revenu au point de départ quoi. Donc il y a quand même si tu avais posé tes 500 balles dessus, tu avais fait tes 1000% quoi. Il y avait un mec qui faisait un trade, là, un Français qui avait l'air assez jeune, la vingtaine, il y a un an ou je sais plus, quand vraiment il y a eu la remontada. Et il avait bazardé ses 1000 $ d'un meme coin qu'il avait acheté vraiment au tout départ. Je ne sais pas si c'était Floki ou si c'était PP ou un autre. Et en gros, ça lui aurait fait 1 ou 2 millions une fois que ça a pump. Et le gars, tous les jours, il updatait son truc en disant j'ai vendu tel meme coin 1000 $ juste avant que ça parte et que ça fasse des millions. Donc c'est vrai que des fois, c'est horrible, hein, c'est horrible à dire, mais le timing et la façon dont se comporte le marché, c'est vraiment, sur les meme coins en tout cas, un peu le casino. Hein. C'est clairement le casino et comme au casino, vous perdez la plupart du temps, enfin quasiment tout le temps. Donc, Ouais. donc soyez prudents. Si vous voulez vous faire un bac de shitcoin, vous savez, hein, vous prenez un petit peu, vous mettez un petit peu, mais vous ne faites pas trop d'espérance. Et si jamais ça passe, eh ben, vous venez payer des bières, hein, parce qu'il il faut partager. Hein, faut garder faut garder cette C'est un peu, tradition du partage. c'est un peu la réflexion que j'avais tout à l'heure. Je me suis fait la réflexion en voyant le ratio BTC là, qui a pump de 5-6% et les minières et Coinbase qui ont pris 15 à 20. Ouais. Si on a envie d'aller se friter à un peu plus de volatilité, bah, pourquoi pas aller du côté des minières ou de Coinbase ou que sais-je, tu vois. Ça sera toujours plus solide que PP, Mémé ou machin. Alors Ouais. probablement que sur PP, tu peux faire le x100 ou du moins avant, il y a un an, tu pouvais faire le x100 que tu feras pas sur Coinbase ou sur Marathon ou d'autres. Mais je trouve que quand même, c'est un peu plus safe au niveau volatilité Ouais. et niveau risque que tu prends, quoi. Ouais, niveau, déjà, une entreprise qui est cotée, elle est un peu plus solide que PP, quoi. Parce que PP, tu lui mets une tape dans le dos et tu le dérouilles, quoi. Ouais. En tout cas, c'est intéressant de petit à petit, tu vois, même moi, j'avance dans ma réflexion. J'étudie la possibilité de me mettre 50 ou 100 balles en DCA par-ci par-là sur un indice où on a le top capitalisation des 5 ou 7 meilleurs meme coins, juste pour voir, pour expérience, comme j'avais fait l'expérience il y a 2 ans, voire 3 désormais, non 2, je ne sais plus où j'en suis. Quand on a fait le DCA, là, c'était il y a 2 ans, sur BTC et ETH, à hauteur Ouais, de 100 $ par semaine. Ça s'est révélé être les voilà, meilleurs en une tête. démonstration publique qui a été florissante pour le coup. Et il y en a même qui l'ont surperformé, qui l'ont fait en même temps que moi, mais plus longtemps, qui l'ont arrêté plus tard et qui donc l'ont surperformé. Donc félicitations à vous. Et ouais, là pour le coup, pour ceux qui voudraient aller se friter au même coin, je sais pas, peut-être les grosses capitalisations qui sont
celle aussi avec le plus de liquidité, peut-être un peu plus solide que tous les trucs qui se montent tous les jours sur Solana. Il y en a 2000 par jour qui se créent et que vous avez autant de chances de gagner un truc là-dessus que justement d'aller gagner au loto ou je ne sais quoi. Donc, faut essayer de, même dans son côté dégène, de réfléchir un minimum les choses. Et je pense que c'est ce qui peut amener justement de temps en temps à avoir une belle surprise. Mais bon, c'est assez complexe. Ouais. Je te rejoins là-dessus. Bon, ça fait un bon petit mot de la fin. Ça fait 1h15 qu'on est ensemble. On avait décidé de faire une petite émission et au final, elle n'est pas si petite que ça. On va vous laisser là et merci à tous d'avoir été là. On était à peu près 400 et des brouettes au pic. C'est les vacances, c'est l'été, il fait chaud, il fait beau. Manu est bronzé en mode beau gosse, donc tout va bien. Et on vous retrouvera la semaine prochaine avec certainement le retour de Marc. On se retrouve sur YouTube d'ici la fin de semaine maximum parce que moi, je suis encore aussi un peu en vacances. Et puis voilà, ça se passe plutôt pas mal. L'été, tel qu'on l'espérait, est une période de transition vers un automne qui devrait nous amener vers le pivot de la Fed, vers Donald Trump, normalement, d'après les analystes, et vers peut-être beaucoup plus de belles choses pour le marché crypto, notamment de liquidité qui reviendra sur le marché. Et voilà, ça devrait pas trop mal se passer tant que les US tiennent le pavé. Merci à tous d'avoir été là. Merci Manu d'avoir partagé le micro et l'émission. Et on vous souhaite une très bonne soirée ou nuit ou journée si vous nous écoutez de l'autre côté du globe. Bonne soirée. Ciao.